Bonjour, bienvenue. Bienvenue au débat UDAP 2021. Bienvenue à nos invités, les assureurs face à leurs responsabilités sociales et environnementales. Alors pourquoi un tel sujet ? Le premier apport de l'assurance est économique, c'est la solvabilisation, c'est-à-dire rendre accessible au plus grand nombre un service ou une garantie, une protection, à un tarif mutualisé. Mais cela ne suffira pas à l'avenir. À l'UDAP, nous sommes convaincus que les assureurs, toutes familles confondues évidemment, vont devoir faire la preuve de leur utilité sociale et de leur contribution au bien commun. Alors, plusieurs raisons à cela. La première est l'impératif de la transition vers une société moins carbonée, voire décarbonée. La deuxième est l'aspiration des jeunes générations à plus de sens et à plus de responsabilité des acteurs économiques. Et puis la troisième tient à ce que sont les assureurs, les acteurs systémiques, capables d'accompagner ces grandes transformations de la société, mais également des acteurs visibles par leur bilan, par leur marque, par la puissance de leurs investissements, par leur visibilité dans la société. Il serait difficile pour ces acteurs que nous sommes ici de ne pas accompagner ce mouvement. Et s'il y a évidemment encore quelques personnes qui ne sont pas convaincues, je leur recommandais de faire un pari pascalien et de voir ce qui s'est passé pendant la crise du Covid où les pouvoirs publics ont mis à contribution les assureurs, non pas parce qu'ils n'avaient pas tenu leurs engagements, mais parce qu'ils étaient là et qu'on a considéré qu'ils pouvaient faire quelque chose. Alors sur la perte d'exploitation, 400 millions de contributions volontaires, je crois. Et puis sur la santé, 1,5 milliard de contributions un peu moins volontaires, je crois aussi. Organiser ce débat et la contribution du Colibri, qui est l'UDAP, tout petit acteur qui, goutte à goutte, contribue à quelque chose, qu'elle inspire le plus grand nombre. Je crois que demain, il y a un débat chez Wacam qui traite de ce sujet, où Marie Eklund sera également. La primauté, c'est ce soir. Florence Lussmann y sera également. Pascal Demurger et Olivia Grégoire, entre autres personnalités. Alors notre débat ce soir réunit 3 personnalités, acteurs de cette transformation. On vous les présentera tout à l'heure. Je leur renouvelle mes remerciements pour avoir accepté de venir partager avec nous leurs convictions, de nous faire part de leurs éclairages et de nous apporter des éléments concrets, tangibles de l'action de transformation dans laquelle ils sont engagés déjà. On est encore sur un format distanciel, voilà, par écran interposé. J'espère que ce sera le dernier pour l'UDAP sur ce format-là. Je vous invite à noter dans vos agendas le 23 novembre, qui sera la soirée de cérémonie de remise des prix du Grand Prix UDAP du DRH Stratège de l'année 2021. Ça devrait se passer à la Fondation de Dontière. On retrouvera nos habitudes avec une soirée débat et un très bon cocktail dînatoire, m'a-t-on dit. Alors, on est un petit peu plus de 100, il devait y avoir 130 inscrits. Un certain nombre de vous connaissent bien l'UDAP, soit qu'ils soient adhérents, soit qu'ils soient habitués et bientôt adhérents. Je vais quand même dire un mot de notre organisation. Donc, si vous cherchez sur Google UDAP, vous allez tomber sur Union départementale de l'architecture et du patrimoine. C'est pas nous. Nous, on est l'union syndicale. On est l'union syndicale CFE-CGC des cadres de direction de l'assurance et de la protection sociale. Nous avons 4 missions. La première est de porter la voix des cadres de direction vis-à-vis de la représentation nationale, des pouvoirs publics, des autorités de contrôle, de la presse, des fédérations professionnelles et partout où elle doit être portée. Deuxième mission, c'est de mener des réflexions prospectives sur des sujets en lien avec la fonction de cadre de direction, en lien avec notre secteur de l'assurance et de la protection sociale ou en lien avec la société. Je rappelle, nous sommes syndicats.
troisième mission, de créer des espaces de rencontre et d'échange. La particularité d'un cadre de direction étant souvent d'être spécimen unique dans son organisation, et le besoin de pouvoir échanger avec des collatéraux est d'autant plus grand. Et enfin, nous accompagnons et nous conseillons ceux d'entre nous qui réfléchissent à leur évolution professionnelle, qui sont en transition ou qui ont saisi des opportunités qu'ils ne pouvaient pas refuser. L'adhésion est ouverte à tous les cadres dirigeants en exercice ou qui ont l'été dans une société d'assurance mutuelle, une mutuelle santé, une institution de prévoyance, une société d'assistance ou de courtage. L'UDAP est animé par un conseil national dont je salue l'action des membres qui font vivre l'organisation de manière bénévole en plus de leurs activités professionnelles. Plus de détails sur udap.fr, n'oubliez pas. Hein. Et comme je suis conscient que vous n'êtes pas venu là pour écouter Jamel Swami, mais nos speakers, je vais donc laisser la place au débat qui sera modéré par Sandrine Lemoine, qui est membre du conseil UDAP. Et le temps d'installer le plateau, une courte vidéo sur les engagements de la France parmi 193 pays en 2015 pour une société plus juste, plus durable et plus solidaire en 2030. Magnéto, Serge. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le débat annuel de l'UDAP. Les assureurs face à leurs responsabilités sociales et environnementales. Quelle voie entre concurrence exacerbée, impératif de solvabilité et engagement à impact? Alors depuis 2017, les grandes entreprises, principalement les sociétés anonymes, cotées ou non cotées d'ailleurs, doivent déclarer leurs performances extra-financières dans leur rapport de gestion. Les informations déclarées concernent le social, l'environnemental, les droits humains, la non-discrimination, l'encouragement à la diversité, etc. Donc la loi Pacte a précisé en 2019 que l'entreprise est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Les statuts de l'entreprise peuvent aussi préciser une raison d'être qui résume les grands principes de son action. Elle peut s'engager davantage en devenant entreprise à mission, avec des objectifs sociaux et environnementaux qui sont suivis par un comité de mission contrôlé par un tiers indépendant. L'Europe est le continent de la RSE, responsabilité sociale des entreprises, et doit tout faire pour le rester. C'est le discours d'Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Et la France veut peser dans le débat, alors qu'elle va présider le Conseil de l'Union européenne à partir de janvier 2022. L'enjeu est de réviser la directive sur l'information extra-financière des entreprises. Comment? En uniformisant la manière de mesurer l'impact social, écologique et de gouvernance. L'objectif, c'est de pouvoir comparer la performance des entreprises sur la base des données financières, mais pas seulement. Car la performance devrait pouvoir aussi s'apprécier sur la base d'indicateurs qui mesurent l'impact social et environnemental. Les États-Unis sont déjà en ordre de marche pour imposer au monde leurs normes de communication
des performances extra-financières. Il s'agit donc pour les Européens de ne pas se voir imposer des normes comme ça s'est produit il y a 20 ans sur les normes comptables IFRS. C'est plus qu'un enjeu de communication, car les produits que nous choisissons d'acheter en tant que consommateurs, la façon d'orienter notre épargne, l'entreprise dans laquelle nous avons envie de travailler ou d'investir seront de plus en plus influencés par les comportements des acteurs de l'économie. D'ici quelques années, les entreprises de plus de 250 salariés, quel que soit leur statut, devront être transparentes sur leurs indicateurs ESG, environnement, sociaux et de gouvernance. 50 000 entreprises seraient concernées en Europe. Mais comme ce qui ne se mesure pas n'existe pas, le gouvernement vient d'ouvrir une plateforme impact.gouv.fr pour aider les entreprises engagées dans la démarche. Cette plateforme leur permettra en effet de publier et de mesurer leurs données ESG. 115 entreprises de tout secteur ont signé le manifeste de cette plateforme. Alors Accor, Danone, L'Oréal, LVMH, Transdev, mais aussi Le Bon Coin. Et parmi les assureurs, Harmonie Mutuelle, Clésia, mais Maïf aussi, ou encore Malakoff Humanis. Alors dans un tel environnement, on ne voit pas très bien comment les assureurs pourraient fuir leurs responsabilités sociales et environnementales. L'exercice n'est pas simple pour autant. Les assureurs doivent faire face à leurs responsabilités dans un environnement de plus en plus concurrentiel, tout en répondant aux exigences de solvabilité du régulateur. Par ailleurs, il n'est pas évident de mesurer l'impact des engagements extra-financiers. Alors le regard croisé de nos intervenants est justement là pour apporter un éclairage et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Ils y répondront à partir de 19h jusqu'à 19h30. Marie Eklund, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entrepreneuse sociale spécialisée dans le financement de start-up et cofondatrice du fonds d'investissement Daphne, un fonds d'investissement spécialisé dans l'économie numérique. Fin 2017, vous devenez la première femme présidente du Conseil national du numérique, mais vous démissionnez très vite, suivie par la quasi-totalité des membres du Conseil. Diplômée en mathématiques et informatique de l'université Paris-Dauphine, vous débutez comme informaticienne dans une banque d'affaires à New York. Vous travaillez également dans un fonds de capital risque spécialisé dans l'économie numérique et participez en 2006 à l'investissement dans Criteo, introduit au Nasdaq en 2013. Vous êtes cofondatrice et vice-présidente de l'association France Digital qui vise à promouvoir l'économie numérique auprès des pouvoirs publics. En novembre 2020, vous lancez un fonds d'investissement 2050 détenu par un fonds de pérennité. Ce nouveau fonds veut soutenir l'innovation dans 5 secteurs: agroalimentaire, santé, éducation, habitat, transport et outils pour l'autonomie financière. Alors en 1 minute, Marie, une touche personnelle pour compléter ce portrait. La touche personnelle, je pense que c'est ce qui doit illustrer un peu l'évolution de mon parcours qui vient du monde très financier et informatique de JP Morgan à Wall Street où je codais des instruments financiers pour permettre le développement de cette entreprise-là et cette digitalisation, à une recherche finalement toujours plus de curiosité pour comprendre le monde et de comment, quand on est curieux, on comprend, on voit les problèmes, comment est-ce qu'on peut essayer de les régler et donc d'utilité, et c'est ce chemin-là qui m'amène à 2050. D'accord. Jérôme Sadier, donc bonjour, vous avez exercé des responsabilités de direction dans le mouvement mutualiste et l'économie sociale et solidaire, l'ESS, depuis une quinzaine d'années, ainsi que dans des institutions publiques, locales, nationales et internationales. Vous êtes actuellement président du Crédit Coopératif, président du conseil d'administration depuis décembre 2020 et précédemment vice-président délégué. Vous avez intégré le conseil d'administration du Crédit Coopératif en tant que représentant de la Mutuelle nationale territoriale, dans laquelle vous étiez directeur général.
Vous étiez en parallèle directeur de la stratégie des affaires publiques du groupe Vive et vous avez été l'un de ses artisans. Entre 2012 et 2014, vous avez été conseiller spécial du chef du cabinet de Benoît Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, et prenant notamment une part active dans l'élaboration de la loi ESS. Depuis septembre 2016, vous présidez également Avise, qui est une agence d'ingénierie et de services pour le développement de l'ESS. Auparavant, et depuis 2003, vous avez exercé des fonctions de direction à la mutualité fonction publique et à la mutuelle des étudiants. Après avoir été diplomate auprès d'organisations sociales des Nations Unies et conseiller de 2 ministres en 2000 et 2002, Elisabeth Guigou et Alain Richard. Vous avez commencé votre carrière professionnelle en tant qu'élu local. Alors un mot pour compléter une touche personnelle, ce portrait rapide. Presque rien n'est faux, c'est déjà ça. Touche personnelle, écoutez, moi je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est d'abord sans doute par éducation familiale. Hein. Par rapport au sujet qui nous intéresse en tout cas, je pense que dans ma famille, on a toujours considéré que le travail avait plus de valeur que l'argent. Voilà. Et puis sans doute aussi que là c'est un peu la biologie qui le fait, mais moi je suis venu à l'âge adulte et à l'éveil citoyen et politique à la fin des années 80, à une époque où il s'est passé quelques petites choses sur le plan géopolitique, et je pense que l'idée qu'il y ait entre grands systèmes antagonistes, le communisme et le capitalisme, on arrive à imaginer que quelque chose allait faire système dans le monde, parce qu'on était tous persuadés à l'époque que le monde allait changer grâce à ça, qu'on allait trouver une espèce de troisième voie sur le plan économique, que la démocratie avait triomphé. Tout ceci se mélangeait un peu dans ma tête, et s'est mélangé quand même pas mal d'années pour aboutir professionnellement à l'environnement qui finalement me semblait concilier tout ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelait ça le tiers secteur il y a une vingtaine d'années, qui essaie de concilier la performance économique, une ambition, une utilité sociale et une organisation aussi démocratique que possible. Et du coup, ça s'appelle l'économie sociale, donc ça tombe bien. Merci Jérôme. Bon, Christian, bonjour. Alors, vous êtes directeur général de Clésia. Ça tombe bien, je le connais un peu parce que je travaille chez Clésia, pour être tout à fait transparente. Mais bon, on fait comme si on ne se connaissait pas, n'est-ce pas? Donc, les activités de Clésia recouvrent la retraite complémentaire Agir Carco, l'assurance de personnes, prévoyance santé et l'action sociale. Christian de la Brélie est directeur général de ce groupe qui a tissé des liens historiques avec de nombreux secteurs, dont le transport, les métiers de la santé, le tourisme proximité, les conseils et services, ainsi que la défense. Au-delà du remboursement des frais de santé et des versements de rente, Clésia est très engagée dans l'intérêt général. Et d'ailleurs, vous êtes l'artisan de la construction de Clésia, qui est née en 2012 du rapprochement entre 2 groupes de protection sociale, Déo et Mornay, et une mutuelle. Une fédération mutuelle, plus exactement. Depuis juin 2020, le groupe a doté toutes ses structures d'un statut d'entreprise à mission. Petit rappel, vous avez débuté en fait votre carrière chez AXA en 92 et puis poste de responsable contrôle de gestion à l'association de prévoyance Bayard jusqu'en 1996 avant d'évoluer au sein du groupe AG2R jusqu'au comité de direction. Vous accédez au poste de directeur général du groupe de protection sociale DEO en 2005 puis de Clésia en 2012 après le rapprochement avec le groupe Mornay. Alors Christian, en un mot, quelques mots, un petit complément pour compléter une logique d'assureur de personnes d'abord. Le groupe Clésia et dans tout mon parcours professionnel, je n'ai jamais assuré un seul bien, mais que des personnes, qui nous a fait démontrer la nécessité de prouver notre utilité et donner du sens à la fois dans nos produits, vis-à-vis de nos collaborateurs, lorsqu'on crée des nouveaux ensembles. Et tout naturellement, cette démarche d'économie sociale qui, par définition, tourne autour d'une démarche économique. Hein, on n'est pas dans une économie solidaire qui vit par la subvention, s'appuie dans la preuve de son utilité par cet engagement. Et qui s'est travaillé avec cette fameuse loi Pacte dans la rédaction d'une entreprise dite à mission,
mais qui nous permet finalement d'accéder à une voie plus normalisée de ce que l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de Clésia faisaient jusqu'alors. Pour l'anecdote, c'est vrai que ma nature étant plutôt issue d'une origine financière, c'est finalement à la G2R, un patron commercial qui avait été patron de l'action sociale, qui m'a expliqué tout le sens que donnait finalement cette action supplémentaire dans le développement de l'entreprise et dans le fait d'embarquer ses collaboratrices et collaborateurs. Et je m'en suis souvenu depuis ce temps et je continue à travailler dans ce sens. Merci Christian. Alors Marie. Oui. Bon, le fonds 2050, fonds Impact, Kesako aussi, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que ça peut paraître mystérieux pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément tous des financiers, même s'ils sont assureurs. Oui, en fait, tout au long de mon parcours d'investisseur, parce que moi, je fais du capital risque, donc j'investis dans l'innovation depuis le tout début des années 2000. Et en fait, j'ai constaté la puissance de l'argent. En fait, c'est-à-dire que quand on investit dans une entreprise, et donc on va investir dans telle entreprise plutôt que telle autre, bien en fait, on croit qu'on prédit le futur, mais pas du tout, on est en train de le façonner. Et donc, en fait, la vraie chose qu'on est en train de faire, c'est de contribuer à l'émergence de cette entreprise et à l'émergence de nouveaux usages et fondamentalement à façonner la société de demain. Et donc, la vraie question qu'il faut se poser, c'est dans quelle société est-ce qu'on a envie de vivre ? Et à quoi est-ce qu'on veut que l'argent serve? C'est-à-dire qu'il y a une vraie intentionnalité qu'on déploie quand on investit. Et en plus, on se rend compte en faisant ce métier que les entrepreneurs qui sont portés par plus grand qu'eux et qui ont une vision très transformative de la société, en réalité, ils sont beaucoup plus résilients, beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de succès en termes de réalisation et d'impact que les autres, parce que la seule chose qu'on sait quand on investit, c'est qu'il y aura des difficultés. Et que quand on a des difficultés, mais qu'on est porté par le seul argent, finalement on a peur et on se rétracte quelque part, alors que tous ceux qui sont dans une volonté d'accomplir des choses qui sont réellement au cœur de leur trip, dans cette volonté d'accomplir plus grand qu'eux, eh bien ils trouvent des solutions. Donc il y a cette idée d'intentionnalité qui est quelle est la société qu'on veut construire. Et en fait assez vite je me suis dit on veut construire un monde meilleur. Sauf qu'en fait, quand on se dit un monde meilleur, on ne dit rien. C'est quoi un monde meilleur? Voilà, c'est quoi un monde meilleur? Ça va être quelque chose de différent pour nous tous autour de cette table et ça ne pose pas une destination. Donc ce qu'on a fait avec 2050, c'est de se dire, nous, c'est quoi notre destination? Et on s'est dit, on veut façonner un futur fertile. Fertile, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et donc c'est notre mission à nous, ça veut dire productif, mais ça veut aussi dire évolutif, donc qui s'adapte naturellement aux grands changements, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient sociaux, et inclusif, puisque je pense qu'il faut qu'on sorte de cette idée de standardisation, normalisation, one size fits all, à laquelle moi j'ai été habituée dans le numérique, mais pour plutôt accueillir chaque contribution dans sa propre singularité et dans ses propres multilocalités. Donc ça, c'est notre objectif, notre destination, mais après se pose la question de comment on y arrive. Et donc on s'est dit, nous, pour façonner un futur fertile, ce qu'on voit, c'est qu'il faut construire une stratégie d'investissement en résolution de problèmes. Donc les 5 grands enjeux qu'on voit et auxquels on veut contribuer, c'est comment est-ce qu'on va tous se nourrir et se nourrir de manière saine d'ici 2050. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que chacun puisse prendre soin de sa santé mentale et physique au quotidien? Comment est-ce qu'on crée des modèles ou qu'on fait évoluer les modèles éducatifs et culturels qui permettent à chacun de contribuer à l'émergence de ce futur? Comment après est-ce qu'on peut habiter, explorer et produire de manière durable? Donc avec évidemment là, le grand sujet carbone en tâche de fond de toute la transformation des industries, du transport, de l'habitat et de l'énergie. Et le dernier sujet, et qui est notre sujet aujourd'hui aussi, qui est comment est-ce qu'on remet la confiance au cœur de nos sociétés avec un système d'information qui fonctionne bien, mais aussi de notre économie avec un système assurantiel qui nous couvre sur les nouveaux risques, un système bancaire qui nous permet et qui permet à chacun de contribuer. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on se dit, c'est très bien et ça pose quelque part notre thèse d'investissement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il ne s'agit pas d'y répondre uniquement à un instant T, mais il faut vraiment arriver à trouver des solutions qui ne créent pas des nouveaux problèmes. Donc il faut financer des entreprises qui elles-mêmes arrivent à aligner leurs propres intérêts économiques avec ceux de la société et ceux de la planète. Donc ces entreprises alignées, eh bien en fait c'est très facile à dire, c'est très dur à faire.
Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un système qui pousse au désalignement, et j'aime beaucoup citer l'exemple de Netflix pour illustrer ce propos-là. En fait, le fondateur de Netflix, Reed Hastings, il dit « Moi, mon principal concurrent, c'est le sommeil ». Et donc, on voit bien, et effectivement, le soir, à la fin de l'épisode, il y a l'épisode d'après qui s'enchaîne, on voit tous les trucs. Hein. Mais moi, quand il a dit ça, il se trouve que je venais de lire un livre qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ?» de Matthew Walker, qui est un grand chercheur sur le sommeil, et qui montre à quel point un quart d'heure de moins de sommeil chez chaque individu, non seulement c'est un problème pour sa propre santé au quotidien, mais c'est un vrai problème de santé publique, parce qu'on a une augmentation des nombres d'accidents de la route, du nombre d'accidents cardiovasculaires cérébraux, etc. Donc c'est ça le désalignement. C'est se dire, quand on arrive à orienter à ce qu'une entreprise, son modèle économique et son intérêt et tout ce qui conduit l'entreprise, sa stratégie, va contre, finalement, l'intérêt de la société ou l'intérêt de la planète. Voilà. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on s'est dit. Et la grande nouveauté, c'est que comme on est dans un environnement qui pousse de manière systémique, en fait, au désalignement, c'est pas que c'est un gros méchant, hein, c'est que fondamentalement, on est dans cette inertie-là, dans ce système-là. Eh bien, nous, ce à quoi on croit, c'est qu'il faut avoir des changements écosystémiques, en fait, et qu'on finance des écosystèmes. Voilà. Bon, alors ça, on peut adhérer, on adhère forcément. Mais dans la pratique, comment on met en œuvre concrètement dans 2050 ? Qu'est-ce qui vous différencie des autres, finalement, Fonds Impact ? Alors en fait, il y a 3 manières qu'on a eu d'articuler cette vision, de se dire on doit financer des écosystèmes alignés et nous-mêmes en être un, hein, puisque c'est bien joli de dire ça, mais si on ne se l'applique pas à soi-même, déjà on n'apprend pas autant, et puis il y a moins de... enfin bon, il faut être le premier expérimentateur de ça. La première des choses, c'est que quand on se dit investir dans des écosystèmes, ça veut dire comprendre les chaînes de valeur. Et quand on fait ça, typiquement, on a regardé un peu en détail, en profondeur, toute la chaîne agroalimentaire, on voit qu'il y a des nœuds à chaque maillon de la chaîne qui empêchent cette transition de se faire. C'est-à-dire qu'il y a des nœuds au niveau des sols, sur à la fois la qualité des sols, mais aussi la transmission des terres. Il y a des nœuds au niveau des semences, qui sont potentiellement des nœuds réglementaires ou des nœuds de recherche qui ne se font pas. Il y a des nœuds au niveau de l'équation économique des producteurs. Il y a des nœuds au niveau du modèle économique des conseillers qui conseillent les agriculteurs. Et donc, tout le long de la chaîne, on voit qu'il y a ces nœuds-là, dont certains, typiquement en bout de chaîne, peuvent être sont autant d'opportunités de marché pour l'émergence de nouveaux acteurs industriels, de nouvelles start-up ou de nouvelles entreprises qui vont en tirer profit. Mais il y a d'autres endroits où ça ne peut pas être réglé par des entreprises. Typiquement, quand il s'agit de problèmes de formation, quand il s'agit de problèmes de recherche ou de plaidoyer, ça, ce sont des choses qu'on doit pouvoir financer pour dénouer ça, mais qui sont autant de ressources stratégiques communes, et donc qu'on finance sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on finance des communs qui doivent bénéficier à l'intégralité de la chaîne, mais dont on n'atteint aucun retour financier direct. Ce qu'on pense, c'est que ça va aider l'ensemble des autres entreprises qu'on finance au sein de la filière à accompagner cette bascule de marché. Donc il y a 10% du fonds qu'on investit dans ces ressources stratégiques communes, ça c'est le premier grand changement, c'est-à-dire qu'on investit à la fois sur la totalité de la chaîne de valeur dans des entreprises grandes, petites, mais enfin qui résolvent ces nœuds-là, mais aussi on investit dans des communs stratégiques dont on pense qu'elles vont pouvoir permettre cette bascule. La deuxième chose, c'est qu'on se l'applique à nous-mêmes. Comment alors ? Et donc on s'est dit, quels sont les principaux endroits où il y a un désalignement possible entre nous et notre écosystème, et donc la société et la planète aussi. Donc il y en a 2. Il y a un premier endroit qui est que dans mon métier historiquement, on travaille avec des fonds qui ont un horizon de temps limité. Et donc ça crée une contrainte de liquidité qui souvent est de l'ordre de 7-8 ans, en fait, où on dit aux entrepreneurs, bien, on va investir dans votre entreprise, on va lui donner beaucoup de moyens pendant cette durée-là, mais au bout de 7-8 ans, on veut récupérer notre argent. Et la manière dont on récupère notre argent, la plupart du temps, on essaye de forcer un peu pour que ce soit au travers soit d'une revente de l'entreprise, soit d'une introduction en bourse, mais une liquidité sur l'intégralité de l'entreprise elle-même, en fait. Du coup, ça, on crée des contraintes artificielles pour l'entrepreneur, en fait. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on arrive à étendre cet horizon de temps-là pour le libérer de ses contraintes, ou la libérer si c'est une entrepreneuse, et faire en sorte qu'il puisse accompagner, aller jusqu'au bout de son ambition, de sa vision et de sa transformation et de la disruption sectorielle. Donc, du coup, le fonds est ouvert.
c'est-à-dire qu'on crée la liquidité au niveau du fonds en faisant en sorte que les entreprises soient libérées de ça. Et le deuxième endroit où il y a un désalignement, c'est au niveau de la société de gestion elle-même. Donc moi, je suis dans un métier où il y a une société de gestion qui va gérer des fonds et l'argent des souscripteurs va au niveau des fonds. Mais cette société de gestion-là, la plupart du temps, elle est détenue par des associés, donc c'est comme un cabinet d'avocats. Et la valeur de cette entreprise-là augmente avec le montant des fonds gérés. Donc c'est une course à la taille, forcément. Donc, en tout cas, il y a un désalignement possible puisque la valeur de l'entreprise elle-même, qui est détenue par les associés, augmente avec la taille des fonds gérés. Donc, ça crée un désalignement avec les autres acteurs de notre écosystème qui, eux, n'en bénéficient pas. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait rompre ça, en fait. Et donc, on a donné toutes nos actions à un fonds de pérennité qui est aussi issu de la loi Pacte, comme les entreprises à mission, et qui est une structure qui est un mi-chemin entre un fonds de dotation et un trust à l'américaine. C'est globalement un fonds de dotation, mais sans but philanthropique. Le seul but de ce fonds de pérennité, c'est de veiller à la pérennité de 2050, à l'accomplissement de sa mission et à son bon développement économique. Et ce qu'on a voulu en deuxième changement, c'est que du coup, c'est une structure de gouvernance. Donc, il y a des décisions stratégiques qui sont prises à ce niveau-là par un conseil d'administration qu'on a, en fait, on l'a constitué de garants. Et ces garants sont issus de nos différentes parties prenantes. Donc, il y a à la fois les membres de l'équipe de gestion, les fondateurs de 2050, mais aussi nos investisseurs, les entrepreneurs ou les porteurs de projets communs qu'on finance, et puis un premier cercle d'experts ou de ce qu'on appelle les venture partners, qui nous permet de creuser ces différents écosystèmes, à la fois d'un point de vue géographique et d'un point de vue sectoriel. Voilà. Donc c'était ça les trois grands changements. D'accord, mais dans les investisseurs, les assureurs, comment vous les choisissez par exemple? Parce qu'il faut qu'ils soient alignés avec vos propres valeurs aussi. Déjà, je vais vous dire une chose, c'est que pour qu'ils comprennent en fait le niveau d'innovation et d'alignement que cette structure amène, et qu'ils ne soient pas dans un raisonnement de reproduction du modèle à l'ancienne, déjà, ça nécessite un certain niveau d'alignement personnel. Et donc, aujourd'hui, on est dans un monde financier qui est en reproduction du passé. Moi, j'aime souvent dire que la finance, c'est un peu du machine learning, comme un peu de l'intelligence artificielle, où on va investir dans ce qui a marché dans le passé, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent, souvent. Et donc, comme nous, on crée vraiment un produit qui est unique, je veux dire, personne n'a jamais fait détenir sa société de gestion par un fonds de pérennité ou créer un fonds evergreen dans le monde du capital risque technologique d'innovation, eh bien, toute cette logique-là ne s'applique pas. Et donc, ceux qui investissent par nature sont des gens qui eux-mêmes adhèrent à cette mission en réalité. Donc, il y a un filtre assez naturel qui se fait. Alors ça, c'est pour la partie active du bilan des assureurs. Pour la partie passive du bilan, ça veut être aligné, avoir une mission. Est-ce que si vous aviez un conseil, une orientation à donner, ça implique quoi au niveau d'un organisme d'assureurs? Est-ce que l'entreprise à mission, c'est quelque chose qui peut aider? Bien sûr. Quel est votre avis sur le sujet? Absolument. Ce que je vois, c'est que l'entreprise à mission, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de repenser toute sa gouvernance et de se fixer d'autres priorités en tant qu'entreprise. Ce qui est important derrière, c'est la manière dont ça va se traduire à l'intérieur de l'entreprise elle-même sur justement comment est-ce qu'on va repenser son modèle économique, comment est-ce qu'on va repenser les incentives de l'équipe, comment est-ce que ça se traduit concrètement en fait dans la transformation même de l'entreprise. Et du coup, pour le monde de l'assurance, il y a un vrai sujet qui est comment est-ce que les produits mêmes d'un assureur doivent évoluer, parce que on est justement dans je le disais, dans un des enjeux de notre propre transformation, de la transformation de l'économie. C'est d'une part, où est-ce qu'on investit l'argent ? C'est-à-dire à qui est-ce qu'on va donner les moyens d'accompagner et plutôt de créer cette transformation, de trouver les solutions. Et il y a une autre chose qui est comment est-ce que tous ceux qui sont dans cette démarche-là, eh bien, on peut les accompagner d'un point de vue assurantiel aussi, en termes de produits. Donc je pense qu'il y a vraiment une double responsabilité des assureurs, à la fois dans finalement cette grande capacité d'investissement et d'accompagnement de l'économie qu'ils ont
quels sont ce qu'ils privilégient. Et évidemment, j'ai bien conscience qu'il y a les fameuses règles de solvabilité dont vous parlez qui limitent aussi un petit peu ce qu'on peut faire, mais bon, il y a des choses qu'on peut faire quand même. Et la deuxième chose, c'est comment au quotidien, dans cette... typiquement, j'ai parlé des agriculteurs. L'un des sujets dans la transformation du modèle agricole, c'est comment est-ce qu'on va assurer les producteurs agricoles du réchauffement climatique, de tous ces grands enjeux météorologiques. Donc ça, ce sont des nouveaux types de produits, de nouvelles méthodes de calcul de risque, des nouveaux à inventer. Et je pense qu'il y a un rôle essentiel des assureurs à ce titre. Donc, si j'ai bien compris, ça implique de revoir totalement ces process, ces produits, ces pratiques RH. Oui, et c'est pas du tout spécifique aux assurances. Je pense que c'est valable. C'est l'ensemble des acteurs de l'économie. On vit une transformation complète de l'économie, comme ce qu'on a vécu sur le numérique. C'est du même niveau effectivement de remise en question, à la fois dans son fonctionnement, dans sa manière de produire, et puis dans les produits qu'on offre, et son modèle économique, et sa gouvernance. Merci Marie. Alors Jérôme, le crédit coopératif, par nature, il est très particulier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça fonctionne et en fait, est-ce que vous avez vraiment besoin d'être entreprise à mission parce que c'est dans votre ADN en quelque sorte? C'est un vrai débat, effectivement. D'ailleurs, on l'a eu, ça tombe bien. D'ailleurs, on l'a tranché, à ce stade en tout cas. Écoutez, en quelques mots, parce que je ne vais pas non plus être dithyrambique à l'excès, mais il y a 3 choses qui caractérisent le crédit coopératif, au-delà de son âge, c'est une vulnérable dame, née en 1893, quand même, sous une autre forme que celle-ci d'aujourd'hui, mais bon, d'abord, c'est une banque multi-affinitaire au départ. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est d'abord un organisme de crédit pour commencer, avant de devenir une banque universelle, qui a été créée pour répondre à des défaillances de marché. Voilà, à la fin du 19e siècle, le secteur de la banque n'était pas tout à fait le même que celui qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait des segments entiers de la population et puis de certaines activités économiques qui n'avaient pas accès au crédit. Commerçants, des chefs d'entreprise, etc. La banque n'était pas fait pour eux. Puis d'ailleurs, à l'époque, on leur conseillait de ne jamais emprunter d'argent, c'était mal vu par ailleurs d'un point de vue moral. Donc en fait, pour créer ou développer leurs activités, ils n'avaient rien, pas grand-chose. Qu'est-ce qui finalement s'est fait ? En s'inspirant d'ailleurs de penseurs de l'économie sociale, tel qu'on l'a formalisé après, mais c'est de créer ce qu'on appelle des organismes de crédit populaire. Et on connaît les banques populaires aujourd'hui qui viennent de cette histoire-là, en fait, notamment pour les commerçants et les artisans. Et dans le monde de l'économie sociale, précisément dans le monde des SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production, c'était le nom de l'époque, c'est plus le nom de maintenant, a été créé à l'époque un organisme de crédit qui s'appelle le crédit coopératif. C'était pas exactement ce nom-là à l'époque, ça a un peu évolué dans le temps, mais ça veut dire que précisément la finalité non lucrative du crédit coopératif, elle date de là en fait. Le sujet n'était pas de maximiser le profit, le sujet était de rendre un service à des gens qui s'associaient en mettant des ressources en commun, en essayant d'acquérir de l'ingénierie commune également pour répondre à leurs besoins, en levant des fonds bien sûr. Et donc le but non lucratif, il est dès l'origine ancré dans l'histoire du crédit coopératif par le choix de ce fonctionnement affinitaire. Et puis petit à petit, ça s'est étendu à d'autres segments affinitaires. Je ne vais pas tous les citer, mais pour l'essentiel, ils se situent dans l'économie sociale et solidaire, que ce soit dans le monde du social et du médico-social, dans le monde de la culture. On a énormément d'acteurs culturels qui sont aujourd'hui au crédit coopératif, bancarisés, dans le monde du logement social, de l'éducation, dans le monde agricole aussi un peu, malgré la présence du crédit agricole, mais c'est pas tout à fait les mêmes acteurs en principe. Bref, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a donc les mutuelles, bien sûr, les autres familles de coopératives par ailleurs. Donc petit à petit, comme ça, le crédit coopératif s'est monté autour de ce sentiment multi-affinitaire. La deuxième caractéristique, c'est une banque coopérative. Alors, une banque coopérative, c'est quoi ? C'est d'abord au sens juridique du terme, ça veut dire que son capital, c'est une ESA, un capital variable, mais qui est détenu exclusivement par ses sociétaires. Et étant une coopérative, ces sociétaires, quelle que soit la part de capital qu'ils détiennent dans l'entreprise, ont un seul et même droit de vote par rapport aux autres. Voilà. Vous pouvez avoir 1 million de parts sociales du crédit coopératif, vous pouvez avoir 15 €, c'est minimum, vous n'aurez toujours qu'une seule voix dans le fonctionnement de la coopérative. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le b.a.-ba de l'économie sociale et solidaire, qui précisément fait de la propriété collective quelque chose de fondamental, et qui excipe, comme on dit en termes juridiques, de cette propriété collective,
un droit de chacun à participer à la gouvernance, parce qu'on est en même temps le propriétaire et en même temps le bénéficiaire, et il ne peut pas y avoir de désalignement pour le coup des intérêts en la matière. Et puis la troisième caractéristique, c'est peut-être celle qui fait le plus parler de nous aujourd'hui, c'est qu'on est une banque à la fois pionnière et engagée. C'est-à-dire qu'elle a été de fait à la mode avant d'être à la mode. C'est-à-dire qu'elle a, je ne sais même pas dans quel ordre il faut le dire, bon, mettons par exemple le circuit de l'argent, ce qu'on appelle chez nous. On ne se refinance pas sur les marchés financiers. Alors, on ne prête que l'argent qui est déposé par nos clients. Ça a des avantages et des inconvénients. C'est un peu moins d'agilité, assurément, mais c'est aussi protecteur dans les périodes de crise financière. Par exemple, en 2009, on était... sur la place de Paris, était la banque, quasiment la banque la plus en forme, à tel point qu'à l'époque, Eric Cantona avait lancé un grand appel pour que tout le monde retire son argent des banques pour le mettre au crédit coopératif, ce qui heureusement n'est pas arrivé parce que ça nous a posé d'autres types de problèmes, mais en l'occurrence, on était effectivement épargné par la crise de ce fait-là, parce qu'on n'était pas impliqué dans les marchés financiers et certainement pas sur des produits dits toxiques, en tout cas ceux qui avaient défrayé la chronique à l'époque. Et puis on est pionnier aussi dans la finance solidaire, ça fait 40 ans qu'on a organisé les premiers produits d'épargne solidaire notamment. Après, il y a différentes formes d'épargne solidaire. Il y a l'épargne salariale aussi maintenant qui permet de remplir ces objectifs-là. Et on a décliné des produits, notamment la gamme Agir, qui permet, que ce soit par son épargne ou par ses actes de consommation avec sa carte bancaire, à chaque dépense avec une carte bancaire, vous financez une organisation que vous avez choisie, alors parmi une liste quand même, qui est prédéfinie à l'avance de quelques dizaines d'associations. Et la banque abonde en même temps de quelques centimes le don que vous faites à chaque utilisation de votre carte bancaire. On était les premiers, je crois qu'on est encore à peu près les seuls à le faire, à vrai dire, à ce stade. Mais on a aussi inventé l'épargne territorialisée, c'est-à-dire qu'on est sur certaines régions, et je vais prendre je prends le meilleur exemple, comme ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais sur la région des Hauts-de-France, ex-Nord-Pas-de-Calais, au moment où le conseil régional et la CCI du Nord-Pas-de-Calais, quand ça s'appelait comme ça, se sont lancés dans le projet 3e révolution industrielle avec Jérémy Grefkin, on les a accompagnés en faisant appel à l'ensemble de nos clients personnes morales, donc des entreprises, des associations, etc., pour qu'elles mettent de l'argent dans les produits d'épargne. On a levé comme ça plus de 50 millions d'euros en quelques années, et on les réinvestissait seulement dans les projets du territoire portés par la dynamique 3e révolution industrielle. Et on a essayé de décliner ça un peu partout en France. Alors ça a des succès inégaux, parce qu'il faut une dynamique territoriale. Si elle n'existe pas, c'est pas nous qui pouvons la créer. À vrai dire, nous on accompagne, mais on peut pas créer la dynamique portée par les acteurs politiques, économiques, institutionnels du territoire. Ça, on était les premiers à le faire par ailleurs. Et puis pour finir sur ces spécificités-là, pour répondre à votre question de départ, de savoir si tout ceci n'était pas un peu dans notre ADN, on a aussi pour politique d'exclure toute relation avec un client ou pour nous-mêmes avec des paradis fiscaux. Il n'y a pas beaucoup de banques qui sont dans ce cas-là. Ça nécessite par ailleurs un travail de conformité non négligeable dans l'activité de la banque. Et puis on exclut également certains secteurs d'activité, c'est qu'on ne finance pas. Alors, lesquels ? On ne prend pas d'argent de certains clients et on ne finance pas certains projets de clients dans le secteur de l'armement, du nucléaire, des économies carbonées, j'en passe, c'était meilleur. Mais donc on a tout un registre d'exclusion comme ça, alors qui n'est pas toujours simple à mettre en œuvre, à vrai dire. Hein, c'est plus ça facile. Ça va pas être facile parce que par exemple pour les sous-traitants, quand on fabrique un boulon, ça peut être pour un camion ou pour un char, quoi. Exactement. Puis même à vrai dire, en droit bancaire, c'est pas parce que vous prêtez de l'argent pour un projet que vous êtes sûr que cet argent ira à 100% sur le projet, on va dire. Alors, rien ne vous permet d'aller rechercher l'argent en disant mais ça n'a pas servi à financer ce pourquoi c'était prévu. Donc effectivement, ça nécessite un peu d'analyse fine et puis de confiance avec le client, ce qui nous est permis par le fonctionnement coopératif par ailleurs. Parce qu'on a une animation du sociétariat du crédit coopératif qui permet d'avoir cette forme de proximité avec nos clients. C'est plus facile avec certains qu'avec d'autres, sans aucun doute. Mais néanmoins, c'est un modèle qui, je crois, a une certaine force dans le contexte actuel. Et c'est en gros ces trois éléments qui caractérisent l'idée, et c'est notre signature, qu'une autre banque est possible. On n'est pas tout à fait tout seul, parce que je crois qu'on devient un peu... Enfin, ce qu'on fait est un peu tendance. Mais l'exigence qu'il y a derrière, je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait contagieuse. Voilà. Quand vous étiez directeur général de Vive, vous étiez contraint par les normes de solvabilité et toutes les contraintes réglementaires
Est-ce qu'en tant que président d'une banque coopérative, vous avez les coudées plus franches et est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu comment ça fonctionne Alors, je ne sais pas directeur général de Vive, mais de la MNT. De la MNT, pardon. Je ne peux surtout pas enlever à ça. Oui, pardon. Mais est-ce que non, on n'a pas les mêmes pouvoirs par définition, parce que être président du conseil d'administration d'une banque, ce n'est pas un poste opérationnel, donc on n'a pas les manettes, quoi, grosso modo. Vous voulez dire que par contre, on les a quand on est directeur général, président d'une mutuelle? Ah bah, président des mutuelles santé, en tout cas, oui, santé, on les a encore, parce que les présidents de mutuelles santé sont encore des dirigeants effectifs, au sens des termes employés par le régulateur sous l'influence de la norme européenne. Donc ils ne sont pas dirigeants opérationnels, mais dirigeants effectifs. Ce sont les derniers, entre guillemets, dans le monde de la finance et de l'assurance à pouvoir être encore dirigeants effectifs. Je les encourage à bien réfléchir à leur statut pour l'avenir, d'ailleurs, parce que je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils resteront les seuls très très longtemps, mais d'ailleurs c'est en cours de discussion. Et non, mais à vrai dire, les vrais sujets ne sont pas là de toute façon. Moi je crois, pour le coup, profondément à l'intérêt qu'il y a à avoir une gouvernance hiérarchique. Voilà. À avoir vraiment un conseil d'administration ou de surveillance en fonction des organisations choisies qui essayent vraiment d'accompagner l'entreprise sur le quotidien quand il s'agit de veiller à l'activité, mais aussi sur la stratégie. Ça dépend beaucoup de la composition des conseils d'administration, ce qui d'ailleurs dans le monde de l'économie sociale et solidaire n'est pas toujours simple, à vrai dire, parce qu'il y a fortiori dans des banques très affinitaires ou dans des mutuelles, a fortiori encore plus affinitaires, aller chercher les profils qui permettent de se projeter un peu dans l'avenir, c'est pas toujours très très simple. Est-ce que vous diriez que les mutuelles sont avant-gardistes sur ces sujets RSE ou pas? Je pense pas qu'elles le soient fondamentalement aujourd'hui. Alors en tout cas de façon paradoxale, c'est-à-dire qu'elles se croient, et souvent à juste titre, mais précurseurs dans certains domaines, que leur statut de mutuelle, que la définition de leur objet social n'emporte même pas de discussion, en fait, parce qu'elles ont été créées dans un certain objectif qui se définit même par son utilité sociale, qui, en plus, souvent travaille sur des secteurs affinitaires, donc on sait exactement pour qui on travaille, c'est pas abstrait. On organise, comme Christian le rappelait tout à l'heure, des dispositifs d'action sociale et de solidarité qui sont particulièrement pertinents, concrets, démontrables, etc. Donc pourquoi aller chercher plus loin en termes de démonstration? Moi, je pense que c'est aujourd'hui, malheureusement ou pas, indépassable que d'avoir à le démontrer, ne serait-ce qu'en faisant la même chose, de le démontrer, déjà pour commencer, et puis même d'aller sans doute un peu plus loin. Parce qu'on est dans une société, dans un monde, dans une compétition économique, en tout cas sous les sujets des assureurs, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de compétition, de toute façon. Donc, et puis des questions d'attractivité également. Pour ceux qui viennent travailler dans votre entreprise, ils ont besoin de savoir plus précisément ce que vous faites. Donc vous ne pouvez pas vous réfugier derrière le fait que vous avez 60 ans d'histoire, un article 1 de vos statuts qui dit ça, et puis une longue histoire d'ancrage dans tel ou tel milieu, etc., pour dire que vous remplissez finalement les attentes de la société ou d'une certaine fraction de la société à votre égard, sans vous poser des questions par ailleurs sur des sujets de que deviennent vos actifs quand vous les investissez ou vous les faites investir par quelqu'un d'autre, quelles sont vos pratiques sociales, est-ce qu'elles sont avant-gardistes ou pas, par rapport à des sujets comme l'organisation du travail, dont on voit bien ce que ça veut dire aujourd'hui. Quelle option vous prenez, sachant qu'il n'y en a pas qu'une par ailleurs. Il y a plusieurs façons de faire, puis le mieux c'est sans doute de les mixer d'ailleurs, etc., etc. Donc le risque, je ne dis pas que c'est la réalité pour toutes les mutuelles, mais pour synthétiser, le risque c'est qu'elles se contentent de mettre en avant leur propre histoire et leurs fondamentaux, en oubliant que les sujets se posent un peu différemment aujourd'hui. Je rejoins Marie tout à l'heure. L'alignement. Ou le désalignement. Il y a un risque de désalignement. D'ailleurs, il y a déjà un peu de littérature aujourd'hui, de journalistes qui creusent, on dit, mais dans l'économie sociale et solidaire, les employeurs ne sont pas si vertueux que ça. Ça me pose toujours un problème, parce que le registre de la vertu, j'avoue que je trouve qu'il est dangereux. C'est comme un monde meilleur, ça. Mais je comprends les questions de cohérence entre les actes et les pratiques, entre les actes et les paroles. Ça, je comprends bien. Mais alors, le registre de la vertu, j'ai un vrai problème. Mais cela dit, ces enquêtes-là démontrent qu'effectivement, il n'y a pas toujours dans les entreprises qui se réclament de l'économie sociale et solidaire des pratiques employeurs exigeantes, respectueuses des personnes, mais après, je crois que Et dans la finance, c'est pareil, dans les placements, peut-être, dans les investissements, parce qu'il y a les contraintes de rendement, et puis... pour le crédit coopératif qui s'est lancé en premier sur la gestion ISR,
via une de ses filiales. On a longtemps été non seulement les premiers, mais les seuls, à vrai dire. On prêchait un peu dans le désert de ce point de vue-là, mais convaincre les mutuelles ou les assureurs de manière plus générale d'investir dans l'ISR, c'est quand même pas si vieux que ça, que c'est aisé. Voilà. Je veux dire, à l'envers, c'était quand même compliqué pendant longtemps. Et maintenant, bon, effectivement, c'est un peu plus tendance. D'ailleurs, c'est un peu le problème pour nous, parce que maintenant que c'est tendance, tout le monde s'y met. Donc, du coup, comme tout le monde s'y met de manière concurrentielle, c'est un peu plus compliqué. On a pour nous une forme d'expertise pour le coup, une forme d'exigence aussi, mais ça nous ramène à ce que vous évoquiez tout à l'heure, d'ailleurs, parce qu'Olivier Grégoire a parfaitement raison de dire qu'il faut normaliser un peu tout ça, parce que il y a un moment quand même, il faut que les choses soient comparables, transparentes, qu'on sache de quoi on parle quand même exactement. Et donc savoir qui et quoi, ça va être important. Le qui, parce que il faudrait pas qu'on nous fasse le même coup que les normes comptables qui ne viennent pas d'organismes publics ou de délibérations publiques, mais que c'est des normes de la profession qui se sont imposées au niveau international sans jamais qu'on ait discuté de savoir si c'était la bonne façon de compter la valeur créée. Ce qui reste quand même un vrai sujet si on veut changer le monde. Et qu'est-ce qui était valeur ? Exactement. Mais qu'est-ce qu'on compte concrètement ? Vous savez, on parle... l'ESS pèse 10% du PIB. Alors moi, je ne dis jamais ça, parce qu'en fait, la notion de PIB pour qualifier la valeur créée par l'ESS, sachant qu'il y a par ailleurs 23 millions de personnes engagées dans ces structures, je pense que ça ne va pas, en fait. Voilà, je suis dans la parenthèse. Donc il y a le qui compte, et qu'est-ce qu'on compte, en fait, concrètement ? Ou qu'est-ce qu'on met dans la norme d'ISR ? Et pour le coup, on voit qu'avec tous les débats qui existent aujourd'hui, la taxonomie verte, au détriment d'ailleurs d'une forme de taxonomie sociale, on n'est pas au bout de nos peines encore aujourd'hui. Et c'est un vrai combat à mener, et il faut être à peu près sûr comme de ce qu'on défend. Donc nous, on sait d'où on part, en crédit coopératif. On sait que tous les investisseurs ou les financiers n'ont pas la même vision de ce que doit être l'exigence, ce qui est assez compréhensible vu le point de départ de chacun. Mais il faudra atterrir, et sans doute au niveau européen. Je ne vois pas très bien comment la France ferait ça toute seule, même si j'aime bien la France et que j'aimerais bien qu'elle le fasse parfois. Mais en tout cas, je pense que le sujet ne pourra déboucher qu'au niveau européen. Et la loi sur le climat, l'économie sociale et solidaire va jouer peut-être un rôle plus important, là, avec l'amendement qui est sénatorial tout récent, là, qui date. Alors là, il s'agit de savoir comment sont utilisés les dizaines de millions d'euros, voire centaines de millions d'euros sur la durée, en faveur du réemploi. De l'économie circulaire de manière générale, et pour l'économie sociale, le sujet, c'est le réemploi solidaire. Vous les connaissez tous, en fait. La ressourcerie, par exemple. Les ressourceries, Emmaüs, les réseaux Envie, qui sont spécialisés à l'origine dans l'électroménager, etc. Là, on est face à des enjeux qui sont des enjeux réels de consommation avant d'être des enjeux d'économie sociale ou solidaire, on va dire. Donc, si nos modes de consommation changent, si nos modes de production suivent les modes de consommation, ça veut dire que de toute façon, on a des sujets stratégiques à régler. Donc, sur ces sujets stratégiques, à vrai dire, historiquement, il y a plutôt des acteurs de l'économie sociale et solidaire que d'autres. Parce que c'est un peu, chiant, mais de s'occuper du déchet, en fait. Alors, il y a des grandes multinationales qui se sont créées là-dessus, mais pas surtout. Et certainement pas en se fixant pour objectif d'employer par ailleurs des personnes qui sont en situation d'insertion ou de réinsertion sociale. Et qui se soucient par ailleurs que dans cette activité de retraitement de déchets ne soit pas elle-même polluante. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'occupent des déchets qui sont eux-mêmes des pollueurs, en fait. Donc, on a ces acteurs-là de l'économie sociale et solidaire, qui évidemment, comme souvent dans l'économie socialiseur, sont très dispersés. Voilà. Vous connaissez certains gros réseaux, je les ai cités tout à l'heure, mais beaucoup d'autres sont des micro-acteurs locaux, etc. Quand vous avez une loi qui dit on va vous réserver plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros pour vous aider à aller plus loin dans les objectifs... Et à créer des emplois aussi. Et à créer des emplois par ailleurs, tout à coup, ça attire des acteurs. Voilà. Donc la question quand même est de savoir si on n'essaye pas quand même de flécher l'argent public vers des vraies ambitions partagées. Alors je ne dis pas pour privilégier absolument l'économie sociale et solidaire et exclusivement elle, mais c'était le débat qui avait lieu entre l'Assemblée et le Sénat vient de décider que ces fonds seraient affectés vers les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On verra ce qui se passera dans la suite du débat parlementaire. Mais en tout cas, c'est une belle victoire. Merci Jérôme. Christian, alors Clésia, c'est un groupe paritaire, des institutions de prévoyance qui relèvent du Code de la sécurité sociale, des mutuelles du Code de la mutualité. Donc on pourrait penser qu'une entreprise à mission, c'est pas vraiment nécessaire. Donc... Ce que disait Jérôme est tout à fait clair, et si on ne démontre pas par A plus B, on ne normalise pas et on n'explique pas ce que l'on fait, on ne le prouve pas,
On a beau avoir originellement dans nos statuts le fait qu'on soit c'est quoi la raison d'être dédié à nos proches, oui. À la fin, on ne croit pas. Lorsque je constate qu'aujourd'hui, 7 Français sur 10 souhaitent que l'entreprise en général travaille sur les sujets d'intérêt général, et que 8 Français sur 10 disent que l'entreprise ne le fait pas, et qu'un Français sur 2 considère que la notion de raison d'être, c'est d'abord de la communication, c'est d'abord du greenwashing, ou du purpose washing, pour reprendre cette expression, plutôt que de la réalité. Donc, la mise en place d'une entreprise à mission, elle existe dans d'autres secteurs. On est peu d'entreprises, je crois qu'on est à peu près moins de 200 aujourd'hui en France, dans ce domaine-là. Qu'on soit lucratif, coopératif, paritaire, mutualiste, on s'en fout. Est-ce qu'on arrive à démontrer par A plus B, quelle que soit la notion de notre gouvernance, qu'on puisse mettre en place une grille d'indicateurs qui répondent au fait de répondre à une définition d'un statut d'entreprise à mission, et le cas échéant chez Clésia, qui est d'apporter un certain nombre de solutions solidaires, pérennes, durables en matière de santé pour tous. Et dans cette démarche que l'on a qualifiée à la fois marketingement d'assureur d'intérêt général, finalement, toute cette transformation nous a amené finalement à prouver notre utilité. À se dire, si on définit dans notre gouvernance l'expression même de ce que l'on fait en fonction de ces différents critères, et qu'on le mesure, qu'on l'intègre vis-à-vis de nos collaborateurs, à travers un certain nombre, par exemple, de modes de rémunération de variables qui sont extra-financiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire, puisqu'on est à l'UDAP et la CFE-CGC est bien présente, dans mon comité exécutif, 50% de la rémunération variable est basée sur des critères extra-financiers. Alors, c'est quoi des critères extra-financiers ? On peut les citer. Enfin, il n'y a pas de cachet, de propriété et de peur de définir quelles sont les variables de mon COMEX. C'est par exemple un sujet qui était celui de promouvoir un certain nombre de taux d'emploi de personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Si le directeur général dit ça se passe comment ? Tous les membres du COMEX vont voir le DRH en disant c'est ton boulot. Et finalement, rien ne se fait. Quand vous l'intégrez auprès de tout le monde le prend à bras-le-corps. Donc d'avoir derrière un critère extra-financier qui permet finalement de faire le job. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La satisfaction du client, c'est bien un critère extra-financier. Les relations qu'on peut avoir avec un certain nombre de fournisseurs, là aussi, on en a des critères financiers. Des fournisseurs classiques, on parle d'énergie, d'eau, etc. Mais aussi, au premier chef, je pense à mon CFO, nous sommes d'abord un gestionnaire de passifs en tant qu'assureur, et par conclusion d'être gestionnaire de passifs, on est aussi un gestionnaire d'actifs. Et là aussi, d'avoir une orientation très claire et très normée dans ce dispositif. Le fait d'être une entreprise aux missions nous impose un certain nombre de normes d'écriture, de gouvernance, et de suivre ces indicateurs. Est-ce que c'est un handicap ? Non. C'est une réalité. Lorsque vous voyez, je pense en 2019, les Américains, les Anglo-Saxons, et je pense surtout les États-Unis, le fameux Round Business Table 120, c'est-à-dire la FEP américaine. La FEP américaine, donc les 120 plus grosses entreprises du monde, d'accord, décident, on s'engage, we commit to. Alors vous savez, chez les anglo-saxons, quand on s'engage, tout de suite, derrière une charte, derrière tout ce que vous voulez, il y a tout de suite une connotation judiciaire derrière. C'est-à-dire que dans nos pays latins, des fois, quand on écrit une charte, no comment. C'est pour pas s'engager, en fait. Voilà. Là, vous avez un certain nombre d'entreprises américaines qui disent, voilà, je m'engage dans le partage de la valeur. Alors, bien évidemment, shareholders, les actionnaires. Work hard. Mais compensation, benefits et salaries, derrière, un certain nombre d'engagements. Fournisseurs, environnement, enfin, d'avoir un certain nombre de relations derrière cette charte. Donc ça les oblige. Si derrière, nous ne prenons pas à bras-le-corps ce changement au niveau de nos entreprises européennes, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Eh bien, va s'appliquer une norme anglo-saxonne, et sur lequel
derrière toute cette notion de normalisation, si on crée nous-mêmes notre norme, alors que naturellement on a plus peut-être d'expérience en France qu'ailleurs, si nous-mêmes nous sommes à la genèse de cette norme, finalement nous faisons la norme. Et si on fait la norme et qu'on la crée nous-mêmes et qu'on s'en est servi, j'ai tendance à dire, on est plus à même d'être performant dans ce dispositif. Donc c'est bien l'enjeu qui a été le nôtre, d'avoir des réflexions de nos gouvernants, de nos salariés, de nos comités exécutifs, de se poser la question, ok, notre boulot c'est de protéger les gens. Bon ben on est par définition entreprise à mission. Non. De s'obliger à écrire un certain nombre de normes, et finalement, ça paye. Ça embarque les collaborateurs, ça crée du sens, finalement, dans l'ambition de ce sujet-là, et ça permet, finalement, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos fournisseurs, et vis-à-vis, pas de nos actionnaires, parce que nous sommes un non lucratif, mais vis-à-vis de notre gouvernance, et pour certains vis-à-vis de nos actionnaires, puisque vous le savez, Clésia est en partenariat avec une structure qui est capitalistique, au-delà d'avoir des gouvernances paritaires et mutualistes. Et nous avons une société d'assurance, de réassurance, qui elle-même est entreprise à mission. Nous sommes finalement le seul groupe qui a à la fois des sociétés d'assurance mutuelle, des institutions de prévoyance, des mutuelles, et une compagnie entreprise à mission. C'est un peu la spécificité de Clésia. Et cette entreprise d'assurance à mission, on l'a faite avec notre partenaire Generali, et sur lequel Jean-Laurent Granier, au niveau de Generali France et au niveau de l'Italie, on dit il n'y a pas de problème. On s'applique tout à fait ce domaine-là, puisque ça fait partie de notre métier et ça marche bien. Et on voit bien que, quelque part, derrière cette tendance, on engage finalement plutôt une dynamique positive vis-à-vis de nos clients, ça c'est clair, vis-à-vis de nos collaborateurs. Et là, c'est très, 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 très fort. On le voit, cet engagement dans Vous pouvez citer des exemples, quelques exemples, avant de passer la parole et reprendre les questions de... des exemples, quand on l'a des exemples concrets, on l'a dans les produits que l'on fait, par exemple. Vous avez tout de suite la direction de l'offre qui va travailler peut-être dans une logique de service, à travailler plus sur des produits de type maladie redoutée, ce qu'on a pu faire avec le CIRP dans ce domaine-là. Vous avez une logique de certains collaborateurs, d'une démarche de se dire on va formaliser nous-mêmes en intrapreneuriat une dimension, je dirais, de fondation ou d'action extra-financière, mais finalement, derrière cette démarche-là, à créer une fondation ou à créer une association caritative, on voit tout de suite que j'embarque tous mes collaborateurs. Le fait de définir, je le disais tout à l'heure, un taux au niveau d'un COMEX, qui est de dire, par définition, vous devez être au minimum, au-dessus du minimum réglementaire. Et chaque année, vous devez faire plus que l'année d'avant en matière de taux d'emploi des personnes en situation de handicap. Donc on a dépassé les 7, il faut pas descendre, hein. Et il peut y avoir des éléments finalement inconnus, puisqu'il suffit qu'une personne parte à la retraite. Enfin, vous avez aussi des variables qu'il faut mesurer dans le temps. D'avoir ce sujet-là, vous embarquez tout le monde. Est-ce que ça crée plus de dynamique et plus de logique collective? La réponse est oui. On voit finalement que tout ceci crée un engagement qui se traduit lorsqu'on fait une enquête qui s'appelle chez Clésia une enquête grand angle, c'est-à-dire on fait l'entreprise, n'est pas une démocratie, donc on ne va pas demander à voir est-ce que tout ça est bien organisé ou pas, mais un baromètre d'ambiance qui tourne à peu près tous les 18 mois. Aujourd'hui, j'ai plus de 80% des collaborateurs et collaboratrices qui disent « Je suis fier d'être chez Clésia », je diffuse l'image Clésia à qui veut l'entendre, et si quelqu'un veut venir chez Clésia, je lui dis que c'est vachement bien. Lorsqu'on a créé Clésia, alors vous allez me dire, fruit du changement, puisque c'était la fusion de plusieurs marques, etc., j'en avais 40%. Puisque par définition, on a peur de ce changement lorsqu'on crée une nouvelle marque à partir de 3 anciennes. Mais on voit bien que embarquer les gens dans quelque chose qui prouve du sens est plutôt positif. Vis-à-vis de nos clients, on a aussi la même incidence. L'image de l'assureur, vis-à-vis de nos concitoyens, elle est détestable. Elle est détestable.
Alors je ne sais pas si on est bon ou on est mauvais. Je vois qu'au niveau de la FFA, au niveau d'un certain nombre d'acteurs, je pense dans les assureurs de biens auprès de la Maïf ou d'autres, beaucoup de choses se font et on avance et grâce à eux collectivement et la somme des individualités. Mais c'est vrai que dans notre jeunesse de gamin, lorsqu'on lit, je le dis toujours à certains, Astérix et Obélix, le seul qui se marre pas, qui est attaché à la fin du banquet alors que tout le monde se régale de bons sangliers, c'est Assurance Tourix. Et on n'a pas, quand on est gamin, on n'a pas envie d'être Assurance Tourix. On a plutôt envie d'être Idéfix, Falbala, ou... j'en sais rien, mais... C'est pas le même métier non plus. C'est pas le même enjeu, quoi. On voit cette image qui nous colle à la peau, entre guillemets, dans ce dispositif. L'assureur de la Mondasse, Château de Moulinsart, Séraphin Lampion, là aussi, on a plutôt l'envie d'être Tintin, d'aller sur la Lune, enfin d'avoir d'autres engagements en la matière. Donc on a une image historique qui nous colle à la peau, alors que notre métier en matière de protéger les personnes, je pense à une assurance sous forme de prévoyance ou de santé, finalement on fait le bien, c'est bien notre job, quelque part. Et d'avoir des retours, je dirais une protection de la personne, il n'y a pas mieux, naturellement. D'avoir des choses qui l'écrivent, qui le formalisent, est le meilleur garant pour donner la preuve à la fois à nos concitoyens, mais en sus de nos clients, et de fait, par cette différenciation, de progresser sur un secteur qui est en effet très concurrentiel, comme le disait Jérôme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une limite dans votre intervention dans l'extra-financier ? La limite, c'est que pour créer, en ce qui concerne Clésia, assureur d'intérêt général, je reprends un peu notre baseline, de la valeur sociale, à la base, il faut créer un peu de valeur économique quand même. On n'est pas dans l'économie solidaire. Nous ne bénéficions pas de subventions. Nous sommes dans l'économie sociale. Donc, créer de la valeur économique pour créer de la valeur sociale. Alors ça nous permet, là aussi, de ne pas forcément avoir quelque chose qui auto-entretient notre dynamique économique. On dégage des marges, et ces marges, après, on partage cette valeur. Pour les salariés, pour l'écosystème des parties prenantes, mais aussi pour l'intérêt général. Nous investissons, sous forme de dons finalement, dans des grandes causes, que ce soit au niveau du cerveau, que ce soit au niveau du cancer, je pense à toutes nos actions au handicap. Lorsqu'on met 9 millions d'euros de dons sur la table pour aider Gustave Roussy à avancer en matière de recherche, le retour sur investissement, il n'est pas chez Clésia. Il n'est pas forcément sur l'assurance en général, voire même il est plus pour la société puisqu'il intéresse plus l'assurance maladie obligatoire en matière d'affection de longue durée que l'assurance maladie complémentaire qui le gère finalement des sujets plus complémentaires aux vraies difficultés de la vie. Lorsqu'on investit sur de la recherche fondamentale, je pense à lorsqu'on a mis en place, on a contribué à la création de l'Institut du cerveau de la moelle épinière à la Pitié-Salpêtrière, et la France est passée du 20e rang mondial pour revenir au 2e rang mondial en matière d'innovation, en matière de publication dans ce domaine-là, on ne pense pas à maintenant. On pense à ce qui va se passer dans les décennies à venir sur l'évolution de la grande inconnue qui est du cerveau. Donc on voit bien que le fait, par contre, de conserver une petite partie de la prime d'assurance sur ces actions de long terme crée du sens, crée une dynamique positive et sur lequel tout le monde s'y retrouve, le cas échéant, l'entreprise Clésia au sens général. Même si ça ne se mesure pas directement, pour le coup. Et on ne cherchera pas à mesurer la rentabilité de nos actions, voire même, j'ai tendance à dire, elles ne sont pas rentables par définition, lorsqu'on va travailler sur des grandes causes qui dépassent très largement Clésia dans la matière. Mais 7 Français sur 10 demandent à ce que l'entreprise s'intéresse à l'intérêt général. En cohérence avec ce qu'on leur offre. Avec la notion d'acteur que doit être l'entreprise, on voit qu'aujourd'hui, vous l'avez vu encore ce week-end, la désaffection, entre guillemets, des Français vis-à-vis des politiques en matière d'intérêt général. Enfin, lorsqu'on fait, je dirais, une enquête dans une entreprise, où j'ai eu, je crois, le mois dernier, une élection au niveau du CSE, au niveau du groupe, on avait un taux de participation dans l'entreprise qui était largement au-delà des 60%. On n'était pas à l'inverse du taux de non-participation dans ce domaine. Donc, pour continuer à travailler dans ce sens, continuons à répondre à la demande des Français qui disent « je suis un peu en désaffection par rapport au rôle des acteurs
originelle de l'intérêt général, donc de nos gouvernants, pour faire en sorte que l'entreprise continue à croître dans son domaine. On voit des actions très fortes qui ont été menées sur l'apprentissage, quelque part depuis de nombreuses années, et on voit une demande de nouvelles générations dans une quête de sens, au-delà de simplement une relation nutritive finalement, à savoir je gagne mon salaire et donc je dois travailler dur pour récupérer l'argent à la fin du mois. L'échange est beaucoup plus complexe, et si on ne le fait pas aujourd'hui dans nos maisons, on a vocation tout naturellement à disparaître dans le temps. D'accord. Bon, alors nous avons quelques questions, donc à Jérôme et Christian, vous êtes tous les deux dirigeants d'organismes du non lucratif, IP, mutuelle, coopérative. Diriez-vous que ça donne un avantage structurel dans cette tendance vers l'entreprise d'assurance responsable? Qui veut se lancer? On ne va pas l'arrêter sinon. Oui, c'est vrai. Structurel, oui. Conjoncturel, je suis pas sûr. Mais oui, dans l'absolu, ce que nous sommes, et à la fois en termes de finalité et d'organisation, est censé nous donner un temps d'avance. Voilà. Précisément parce qu'on a déjà dans notre, je n'aime pas utiliser le terme ADN pour une entreprise, mais bon, bref, pour faire simple, dans notre ADN, le côté non lucratif est, je crois, une façon de se poser les bonnes questions, à condition de savoir pourquoi et comment on est non lucratif. Ce qui n'est pas toujours approprié par les entreprises de ce monde-là, à vrai dire. Parce que moi, ce qui me semble important, c'est... Moi, je n'exclus aucun des modèles, à vrai dire. J'ai des préférences pour certains modèles d'entreprise ou économiques que d'autres, bien évidemment, mais la diversité me semble être la norme, pour le coup. Mais néanmoins, dans le monde de l'économie sociale et solidaire, précisément pour ce qu'il a défini, il y a quand même quelques grands principes, et notamment celui de la non-lucrativité. Et moi, je suis convaincu qu'il y a un lien entre le type d'organisation de l'économie sociale, avec le type de statu quo choisi, avec la forme d'organisation démocratique qu'il peut y avoir, avec la façon d'animer son sociétariat, avec la façon de mettre en accord ses finalités avec ses moyens, etc. Ça, tout ceci a un rapport avec un certain type de performance. Voilà. Et malheureusement, c'est pour ça que structurellement, je pense que c'est vrai, conjoncturellement, c'est pas tout à fait vrai, parce que je pense que trop peu d'entreprises de l'économie sociale et solidaire font aujourd'hui l'effort de faire un lien entre la forme qui est la leur et le type de performance qu'elles ont. Et alors peut-être qu'il manque de l'ingénierie, de la méthodologie, etc. Mais il faut qu'on arrive à ça, parce que précisément le débat sur entreprise et mission nous y encourage. On ne peut pas être à l'écart de ce débat. Mais en tout cas, dans mes respectés de président de SS France, je ne cesse de le dire. Ne soyons pas sur la défensive sur le sujet. Je ne dis pas qu'il faut que nous y passions tous, parce que je ne suis pas persuadé que toutes les entreprises de l'ESS, y compris des mutuelles, etc., aient besoin de le faire. Mais il faut qu'elles savoir ce qu'elles sont. L'une a choisi de le faire, par exemple, qui s'appelle la Maïf, l'autre a choisi de ne pas le faire. Pour des raisons qui sont d'ailleurs, en fait, quasiment les mêmes. mais à partir d'interrogations profondes sur leur modèle, etc., elles aboutissent à des conclusions différentes. Et bien, tant pis, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit interrogé sur leur modèle et qu'elles aient choisi derrière une orientation. Nos crédits coopératifs, on s'est posé la question aussi. Et donc, on a choisi de se doter d'une raison d'être, parce que pour le coup, dans nos statuts, en fait, on était dans des statuts de banque coopérative, tout ce qui est plus classique, etc. Et toute la littérature sur ce qu'on fait depuis des dizaines d'années, etc., c'était extérieur au corps statutaire, en fait, de l'entreprise. Alors, on a une déclaration de principe, un manifeste, etc. Beaucoup de littérature, à vrai dire. Et donc, on a rajouté un préambule à nos statuts pour dire quelle était notre raison d'être. On n'a pas pris le temps de réécrire la même chose qu'on écrit depuis des années, donc on a mis les choses qu'on dit depuis toujours, en fait, dans ce manifeste, dans ce préambule, pardon. On n'est pas passé société à mission. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'activité bancaire, c'est pas toujours simple de définir une mission autre que ce que l'on fait déjà, on va dire. Deuxièmement, pour le crédit coopératif qui est dans le groupe BPCE, c'est l'une des composantes du groupe BPCE, encore faut-il être sûr d'avoir les leviers, en fait, sur l'ensemble des données de votre périmètre d'activité qui va étayer le fait de savoir si vous êtes une société à mission ou pas. Donc on a choisi, à ce stade en tout cas, de ne pas être société à mission. Par contre, nos filiales le sont pour une d'entre elles déjà, et d'autres le deviendront sans doute parce que c'était plus facile à organiser et à piloter, tout simplement. Alors plus généralement, les assureurs, moi je reprends ce que disait Christian tout à l'heure, la matière assurable est en train d'évoluer, pour parler en termes techniques. Voilà.
les assureurs, en tout cas les assureurs de personnes, ils assurent les fragilités, les aléas, les accidents de la vie. Par définition, comment ne pas se focaliser sur ce qui est en train d'évoluer dans notre société. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui déjà, mais demain plus encore, on sera malade, ne seront pas les mêmes que maintenant ou qu'il y a 10, 20 ou 50 ans. Voilà. Les raisons d'être malade vont changer. Donc la façon de le prévenir va changer également. Donc ça veut dire que si on cherche à prévenir le risque, on va devoir se soucier notamment des questions climatiques. Entre autres, et puis des mobilités, et puis des modes d'habitat, etc., d'alimentation, bien évidemment. Donc, je prends que cet exemple-là, mais la matière assurable, pour parler comme un techno de l'assurance, elle est en train d'évoluer. Donc, si on est un bon techno, ne serait-ce que pour ça, on doit prendre en considération ce qui va faire changer cette matière assurable et donc notre comportement professionnel vis-à-à-vis de ces sujets-là. Alors, Christian, est-ce que c'est un avantage Un avantage, non. Enfin, je reviens à ce que disait tout à l'heure Jérôme. C'est pas parce qu'on sait le faire depuis tout temps qu'on peut partir plus vite à normaliser les choses. J'ai tendance à dire que ça peut être à la fois un avantage, comme le disait tout à fait Jérôme, dans la capacité des gouvernants, des dirigeants, de tout le monde à bien embrasser cet ensemble. Si, parce parfois on est quand même plus à portée d'engueulade, ce qui peut nous permettre d'accélérer un petit peu plus vite. Parce que quand une société de personnes... Alors, oui et non, parce que, enfin, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a plus de turnover dans les structures coopératives, capitalistiques ou paritaires, mais globalement, on a l'impression qu'on sait faire, donc on se dit on va pas s'obliger à normaliser, à écrire, à formaliser finalement nos objectifs. Donc, on peut aller plus vite parce qu'on sait le faire. Est-ce qu'on s'oblige pour autant à le faire ? J'ai tendance à dire la concurrence et l'intérêt du bien commun et de nos clients nous amène à progresser, qu'on écrive entreprise à mission ou qu'on se fixe nous-mêmes nos normes et notre logique de gouvernance, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas en la matière. Tout ce que je pense, c'est que si on ne le fait pas, après on peut le formaliser ou pas, j'ai tendance à dire la loi Pacte, c'est pas l'alpha et l'oméga de la transformation d'une entreprise post-RSE, n'en déplaise aux gouvernants, même si derrière ils ont eu le mérite de le mettre en œuvre, ce que je salue. Mais globalement, apprenons à nous auto-normaliser avant que d'autres nous normalisent. C'est ce que disait Churchill. Prenons le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Voilà, c'est assez simple, c'est assez classique. Une autre question qui te concerne, voilà, j'ai bugué, mais je peux te tutoyer, je te tutoie, voilà. L'engagement sociétal de Clésia Assureur d'intérêt général est ancien et va au-delà de notre ADN paritaire, mais vous êtes engagé entre-temps dans un partenariat stratégique avec Generali. Les impératifs boursiers de votre partenaire ne risquaient-ils pas de vous ramener vers des considérants davantage financiers ? Non, du tout. Dans ce domaine-là, on s'est fixé avec Generali un partenariat qui sous-tend à la fois un certain nombre de rentabilité et de développement. Tout ceci a été écrit. Qui disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». L'appartement, on a bien défini les normes. J'ai tendance à dire et qu'on les respecte. On ne va pas nous demander plus, puisqu'on est dans une localisation à travers Clésia SA, dans une JV, dans ce domaine-là. Donc, et j'ai tendance à dire, ce n'est pas parce que vous êtes société anonyme que vous serez moins peut-être entreprise à mission que vous ne l'êtes pas ou que vous l'êtes côté structuration. Quand je vous expliquais que les Américains sont en train de prendre la main, ce ne sont pas des entreprises de l'économie sociale américaine qui sont en train de prendre la main. Ce sont bien des entreprises lucratives. Donc, dans le partage de la valeur, et quand nous avons créé Clésia SA est une entreprise à mission, et Clésia SA est une JV avec Generali. Donc, vous voyez que ce n'est pas antinomique dans ce domaine-là. Le partage de la valeur n'est pas antinomique dans le développement et la création de valeur. Voilà. Alors, autre question, est-ce que ce mouvement RSE, ESG, entreprise à mission, est une chance pour l'ESS en France ou l'inverse ? J'espère qu'il y aura des questions pour Marie, parce que... J'espère. Ça va. C'était passionnant. Est une chance, j'ai déjà commencé à y répondre tout à l'heure, je crois. Je pense que...
je pense que ça nous oblige à nous bouger un petit peu. Je suis persuadé qu'on est quelque part à l'avant-garde de quelque chose quand même. D'ailleurs, ça peut paraître paradoxal parfois, mais quand vous demandez, les sondages ne font que poser les questions qui induisent les réponses qu'on attend, mais quand vous demandez aux jeunes s'ils ont envie de travailler dans le SS demain, alors, je ne suis pas sûr que ce soit une question spontanée qu'ils se posent, mais néanmoins, si vous leur posez la question, ils vous répondent entre 80 et 90% oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'acronyme ESS est fondamentalement sympathique. C'est un oxymore quelque part. Un truc qui est à la fois économique, social et solidaire, c'est difficile d'être contre. Après, c'est sûr que quand vous rentrez dans le détail, je suis tout à fait sûr que tout le monde comprend que c'est à la fois Emmaüs et le Crédit Agricole, les centres Leclerc et le théâtre du quartier. Mais bon, parce que c'est pas un secteur d'activité, c'est une forme d'entreprendre. Mais néanmoins, sérieusement, je pense que l'attente profonde de la part des nouvelles générations demande à s'incarner quelque part. Voilà. Je pense que ce que sont les entreprises de l'économie sociale et solidaire, soit elles l'expriment déjà, notamment dans certains secteurs d'activité très identifiés, sur la solidarité notamment, depuis déjà assez longtemps à vrai dire, et demandent à s'exprimer de manière plus clairement dans d'autres secteurs d'activité. Voilà. C'est le cas notamment dans le monde de l'assurance, je ne vais pas revenir sur ce que disait Christian tout à l'heure, qui est soit décrié, soit mal compris, y compris des mutuelles au sens classique du terme. Je pense qu'elles ont du mal parfois à aller au-delà du nom générique qu'elles sont devenues, en fait. Parce que maintenant, si on parle de la mutuelle comme de la complémentaire, en fait, on fusionne les deux. C'est une victoire à la Pyrrhus, en quelque sorte. Mais, donc il faut arriver à réenchanter le truc, et je pense que la matière, elle existe à l'intérieur. Il ne faut pas gratter beaucoup. Par contre, il faut faire l'effort de... Moi, je ne suis pas de ceux qui, en tout cas, dans la fonction que j'exerce au nom de l'ESS française, il faut convertir tout le monde à la société à mission. Là. Si c'est un outil pour retrouver ce qu'on est ou pour mieux affirmer ce qu'on est, oui. D'accord. Si on fait le travail sans estimer que c'est ça la finalité, oui aussi. L'essentiel, c'est qu'on associe les parties prenantes. L'essentiel, c'est qu'on cherche à aller large, qu'on voit quelles sont les interactions avec le territoire. L'essentiel, c'est de voir en termes prospectifs ce que l'on veut faire aussi, voir quels sont les moyens qu'on veut solliciter, actuels et nouveaux. Si on s'interroge de cette manière-là, de manière un peu large, à 360 comme on dit de nos jours, etc., je pense qu'à vrai dire, la question du statut de société à mission est un épiphénomène. Personnellement, je préfère, en tant que mutualiste, comme très attaché à l'affaire, qu'on réenchante le terme mutuel plutôt qu'on le cache derrière société à mission. Et ça, c'est ma sensibilité personnelle, que j'appliquerai ou pas le jour où j'ai décidé quelque chose en la matière. Mais et je comprends tout à fait, par exemple, les exemples que je citais tout à l'heure, de la Maïf et de la Massif, je les comprends tous les deux. Mais les raisons qui les ont amenés à ces choix-là sont différents, et je les respecte tous les deux. Voilà, donc c'est sans doute un aiguillon, mais par contre, il faut prendre au sérieux. Voilà. Parce que sinon, à vrai dire, c'est pas parce qu'on estime qu'on est bon depuis 60 ans qu'on sera encore bon dans 60 ans, on va dire. Peut-être même qu'on n'existera plus, à vrai dire. Et la réglementation ne nous aura peut-être pas facilité la tâche, mais les gens font ce qu'ils veulent aussi, de venir ou pas chez nous. Enfin, presque. Y a-t-il un effet de mode, RSE, ESG, entreprise à mission? Et si oui, y a-t-il un risque que l'axe communication prenne le pas sur la réalité? Marie, vous avez peut-être un avis là-dessus? Il y a un effet de mode, c'est très clair, mais il est porté par une lame de fond. C'est-à-dire que ça va pas partir demain. Moi, je crois vraiment dans cette idée qu'on est en train de vivre une transformation complète de l'économie. Et c'est assez drôle parce que moi, j'ai vécu le tout démarrage de la révolution numérique. Et je vois dans ce qui se passe aujourd'hui exactement, en fait, certains des ingrédients qui sont extrêmement communs. On le disait au début, en fait, ça part des gens à titre individuel, donc qui changent leur consommation, qui changent leurs exigences en termes de choix professionnels, qui mettent beaucoup de pression à l'intérieur même des entreprises pour qu'elles s'emparent de tous ces sujets-là, et chez les investisseurs individuels qui se posent la question de orienter leur épargne, voilà. Et en se disant, moi, je veux que mon argent, il soit un endroit où il ne fait ni mal à la société, ni mal à la planète, et donc il y a une vraie pression, et c'est ce qu'on a vécu dans le numérique, de transformation des comportements, des usages, et qui tire un peu toute la filière.
et qui tire les changements des entreprises, qui tire les politiques. Voilà. On a par rapport au numérique une réglementation qui a été plus moteur que ça n'a été le cas dans le numérique. C'est-à-dire qu'elle a un effet incitatif d'entraînement pour les entreprises. Et ça, c'est un élément qui est très intéressant. Mais sinon, je veux dire, moi, je vois la même énergie, je vois la même dynamique et je vois le même niveau de transformation pour que les entreprises s'en saisissent. Et il y a toujours eu deux manières de faire. Hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, comme dans le numérique, on fait un site web et puis ça y est, on s'est transformé numériquement. Ouais. Ou bien on a revu en profondeur notre modèle économique, la manière, le type de produits qu'on vend, comment on les vend, comment on les construit, les services qu'on rend, etc. Et donc là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y aura les deux. En fait, il y aura les deux, mais par contre, cette vague, elle est là pour durer, et c'est les gens qui sont là que dans un mode, dans un effet de mode, ne seront pas les gagnants de cette nouvelle transformation. Donc moi, je pense que les vrais gagnants seront ceux qui arriveront justement à prendre la mesure de cette transformation-là, et non pas de faire un peu mieux, ou de faire moins pire, mais qui vraiment apporteront une nouvelle solution qui permet de régler le problème de manière durable. Et donc je crois que c'est vraiment là la limite, hein, c'est de se dire on n'a pas besoin d'avoir que des bons élèves de la nouvelle réglementation RSE avec des paillettes, mais on a besoin d'entreprises qui réellement comprennent les enjeux, puisqu'on a l'impression que ce sont des enjeux marketing. Non. Ce qu'on sait aujourd'hui de l'évolution du réchauffement climatique, de la perte de la biodiversité, des inégalités sociales, je veux dire, on le sait. Ça ne va pas partir si on ne fait rien. Donc ne rien faire, ça va se voir à un moment. Et on a besoin de régler ces problèmes de manière profonde. Oui, mais ce ne sera pas pour autant automatique. Donc du coup, alors, ça nécessite une vraie innovation. Mais c'est bien ça le problème en fait. Pardon, je prends la parole. Derrière l'effet de mode qui est avéré, d'ailleurs l'exemple que je prends tout le temps, moi, c'est dans la banque par exemple, il n'y a plus une banque qui parle d'argent dans sa communication. C'est assez flagrant, mais non, on parle de plein d'autres choses sauf d'argent. Donc, il y a 10 ans en arrière, on parlait d'argent tout le temps. Maintenant, on n'en parle plus, en fait. On n'ose plus en parler, en fait. Donc, on parle de valeurs, de principes, etc. Trucs un peu plus éthérés. Mais bon, bref. Donc, derrière la mode, il y a quand même un changement de modèle. De confiance. Le banquier parle de confiance, quand même. Ouais, et encore ça dépend. Ça dépend lesquels. Mais parce qu'il faut être au clair avec ses pratiques après. Mais donc derrière, il y a un changement de modèle assurément. Et notre problème, il va durer encore des années en fait. C'est qu'il y a des endroits du monde où la coexistence entre cette nouvelle économie qui est en train d'émerger et la persistance, et même au-delà de ça, la force prédatrice de l'ancienne économie, cette coexistence-là, elle va être rugueuse, en fait, pendant des années, notamment en Asie du Sud-Est, par exemple. Donc, ça va quand même, y compris pour nous, en fait, générer des effets qui vont être difficiles à maîtriser. Et pour nous qui sommes les plus en avance sur le continent européen, je ne parle pas de la France, mais sur le continent européen, le fait d'arriver à gérer de manière correcte les conséquences que cela a de changer de modèle ne va pas être simple non plus pour nous, en fait. Donc, la question de savoir sur quelle ligne se positionnent collectivement les entreprises va être un vrai sujet, parce qu'il y aura forcément des accidents, il y aura forcément des rendez-vous où on demandera de la rentabilité avant de tenir compte des objectifs finaux, etc. Donc le maintien du cap va, à mon avis, être extrêmement compliqué. D'où la question de l'importance de la norme. Alors moi, je ne suis pas pour normaliser tout à tout bout de champ, hein, c'est pas le sujet, mais néanmoins, la question de savoir quelles vont être les étapes qui vont arriver quand même à faire valoir le respect d'un certain nombre de normes, soit pour contenir certains effets, soit pour encourager d'autres pratiques. Par exemple, je n'arrêterai là, mais dans le monde financier, tant qu'on ne valorisera pas les actifs ou les actions des acteurs financiers dans certains domaines ou dans certaines finalités, notamment en favorisant un calcul de solvabilité différent et sans doute avantageux, etc., on ne se dit pas qu'on fera rien, mais enfin, en tout cas, on loupera des occasions très importantes en termes d'effet levier. Aujourd'hui, que vous fassiez du polluant, du non-polluant, en fait, vous avez les mêmes contraintes de ratio, en matière prudentielle, etc. Et forcément qu'il y a un levier qui est fondamental là-dessus. Et pareil pour les aides d'État sur des entreprises qui licencient ou pas. C'est quand même ce que disait Marie est tout à fait pertinent. Enfin, c'est une lame de fond. Lorsque les Américains, je le disais tout à l'heure, signent une charte qui est judiciairement opposable et que vous avez la première économie mondiale qui dispose dans ce sujet-là, c'est une logique de fond. Lorsque
encore des anglo-saxons commencent à réfléchir dans des comptabilités à impact pour définir l'extra-financier qui va s'imposer. Alors on peut le faire sur des nouvelles normes de valorisation des entreprises. C'est des choses qui vont dans une lame de fond. Donc de penser qu'on y passera ou pas, on y va. C'est quand et les préoccupations de nos politiques publiques de société occidentale, je ne me mets pas dans d'autres problématiques qui sont plus sur des pays émergents à se poser la question de savoir est-ce qu'ils existeront ou sauront nourrir leur population, mais dans nos sociétés occidentales, on s'aperçoit très clairement que c'est une lame de fond et que ces sujets dans l'intérêt général, l'emploi, l'éducation, la sécurité, la santé et l'environnement, ce sont les thèmes de toute campagne élective dans une démocratie, enfin, quel que soit le continent sur lequel elle se passe. Donc, derrière ces éléments-là, est-ce qu'on arrive à mieux utiliser ces nouvelles normes, alors qu'on le fait déjà, notamment dans l'économie sociale? Comment est-ce qu'on l'apprivoise? Comment est-ce qu'on la défend? Et globalement, embarquons davantage à la fois notre gouvernance, nos salariés et nos parties prenantes au sens large. Et ça marche. Eh bien, en tout cas, cette question, c'est bien parce que c'est une question qui amène de chacun de vous une conclusion à ce débat, parce qu'il va être 19h30. Donc, je vous remercie tous les trois. C'était extrêmement intéressant. Je remercie nos auditeurs d'avoir suivi ce débat. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bel été. Merci. Merci à vous.